une enquête, une enquête qu'elle a menée auprès des répondants à travers le monde. C'est assez impressionnant, vous allez voir. Elle a eu des réponses pour essayer d'avoir des informations en tant qu'évaluateur émergente elle-même, même s'il est bien émergé, bien sous le radar d'émergence. Elle a voulu savoir un peu quelle est l'importance d'une formation pour faire une carrière d'évaluation, quelles sont les qualités, quels sont les autres éléments qui sont nécessaires pour réussir sa carrière en évaluation. Donc, elle a mené ça, elle a déjà présenté les résultats dans une forme préliminaire lors de la conférence de l'AFREA à Gali au mois de mars, dans un panel où j'étais aussi le modérateur par coïncidence. Et aussi, elle a eu à présenter des posters et des autres présentations à ce sujet. Donc, c'est un sujet qui la passionne, qui la passionne beaucoup. Et c'est un sujet important. Et bon, pour toute cette semaine globale d'évaluation, vous avez vu, il y a beaucoup de sessions en anglais et en français. Il y a beaucoup de sessions autour de cette question évaluateur émergent. Nous sommes aujourd'hui devant un évaluateur émergent qui a pris la parole, qui a pris l'initiative d'organiser cette session. Et je pense que l'idée, c'est de promouvoir des échanges. D'abord, d'écouter des personnalités dans le monde de l'évaluation qui pourraient apporter leur touche, leur analyse, leurs conseils, mais aussi à vous tous, les participants. Donc, on vous encourage, si vous avez des observations, si vous avez des questions, de les mettre dans le chat. On va essayer de suivre le chat. On va essayer de prendre en compte vos remarques, vos commentaires, vos suggestions. Et nous allons aussi vous donner la parole à deux reprises, n'est-ce pas, au cours de cette session. Donc, quand vous aurez la parole, s'il vous plaît, soyez précis, concis, direct pour faire maximum meilleure utilisation du temps parce que nous avons quand même un temps qui est limité à 1 heure et demie. Pour le moment, si vous ne prenez la parole, on vous demande de garder le micro fermé, s'il vous plaît. Je ne pense pas qu'il y a traduction. Donc, s'il y a des anglophones, on va essayer de parler un peu plus lentement, mais cette fois-ci, il n'y a pas de traduction. Pour les panélistes qui vont réagir, n'est-ce pas, à la présentation de Marignan dans un premier temps, nous sommes vraiment très heureux d'avoir des grandes personnalités qui sont bien connues pour la plupart des participants à cette activité, n'est-ce pas? Nous avons le docteur Michel Ouedraogo, qui est évaluateur, tout d'abord, indépendante, les années passées, un jeune évaluateur lui-même à un certain moment et qui a été élu président de l'Association africaine d'évaluation lors de la conférence de Kigali, n'est-ce pas? Donc, on renouvelle nos félicitations à Michel et il peut toujours, dans sa présentation, s'il souhaite, ajouter quelques mots à cette introduction très sommaire pour cette personnalité dans le monde de l'évaluation. La deuxième personne que nous avons, c'est Dr. Linda Ray, qui aussi est quelqu'un de très bien connu, très active dans beaucoup de milieux, des associations d'évaluation, dans les formations offertes par l'ENAP en matière d'évaluation de développement et dans d'autres milieux. Et nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous et j'espère que, comme je disais tout à l'heure, on la verra à Dakar un de ces jours. Michel, la porte est grande ouverte, il vient assez régulièrement. Puis nous avons Mme Ratiba Sherif Tauti, qui est évaluatrice, n'est-ce pas, qui nous a beaucoup encouragés dans notre travail au Sénégal, avec la création de Sénégal et qui a une très bonne expérience en évaluation un peu partout à travers l'Afrique, indépendamment avec des organisations euh, comme UNICEF euh, et Seeking Common Ground, Search for Common Ground. Et je pense que maintenant, elle est très active sur oui, well, le LinkedIn. Je vous conseille très fortement. Elle fait des petits entretiens, elle fait des messages à LinkedIn. Elle est quelqu'un, c'est une animatrice extraordinaire dans le monde de l'évaluation. Et puis la dernière personne qui va présenter, c'est M. Lamine Diop. M. Lamine Diop, c'est l'ancien secrétaire permanent de Sénéval, où il a donné 3 années de service avec grande satisfaction pour nous tous. C'est un économiste de formation
Et c'est quelqu'un maintenant qui fait son chemin comme évaluateur émergent, mais c'est quelqu'un qui a été très impliqué dans le passé dans nos éditions ici, des programmes de renforcement de capacité pour les évaluateurs émergents. Donc, lui-même, il fait son propre chemin, mais il a eu l'occasion de conseiller, d'organiser, de nous inspirer par ses idées et par sa, n'est-ce pas, ses conseils avisés de son point de vue d'évaluateur émergent. Donc, nous avons un groupe très bien équipé pour avoir des regards croisés parce que je pense que nous sommes dans un monde en plein changement et comme vous allez entendre, sur toutes ces questions, il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas une seule formule, n'est-ce pas? Mais je pense que ça va tous nous éclairer et je vous encourage à suivre et à participer. Donc, avec ces quelques mots introductifs, quelqu'un a mis un message, le son. Est-ce que ça veut dire que ma voix ne passe pas? Est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est bon? C'est bon, on vous reçoit très bien. D'accord, OK, très bien. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole dans ce cas, avec nos remerciements pour ses efforts pour organiser cette session, à Marignan Hunangi, qui va présenter le résultat de son enquête et son parchemin d'évaluateur émergent. Et comme je disais, l'évaluateur émergente est aussi statisticien et quelqu'un de très dynamique qui nous a beaucoup aidé, n'est-ce pas? Gardez vos micros fermés, s'il vous plaît, si vous n'avez pas la parole. OK, Marignan, allez-y pour présenter. Je pense que vous avez 10 minutes, non? Ok. Vous avez la parole. Merci. Tu peux me mettre en plein écran, s'il te plaît? Ok. Je peux commencer directement, hein. Comme Monsieur Yann nous a déjà présenté, je commence directement la présentation. Ok. Donc aujourd'hui, on est là pour partager avec vous les résultats de notre enquête qui est, dont le titre est Comment devenir un évaluateur émergent praticien. Ici, on a la réponse de plus de 10 VOP et c'est terminé par un parchemin. Diapo suivant, s'il te plaît. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Oui, Oui, on oui, t'entend. très bien. Ok, d'accord. Diapo suivant. Le dia ne défile pas. Deuxième dia. Pourtant, ça défile bien. Ah, ok. Donc, on est au niveau du deuxième dia, c'est ça? Parce que chez moi, ça ne se défile pas. Ok. Nous sommes à le premier dia pour le moment sur l'écran. C'est le premier. Faut faire le partage en diapo. C'est que chez toi, ça a changé, mais pour nous tous, ça n'a pas changé. Donc, je profite de ce temps alors pour rappeler que c'est vrai, mon nom c'est Marion Royen, je suis ingénieur statisticien économiste. Et je suis consultant en collecte de données, analyse de données, suivi évaluation. Ok, super, merci. Le plan de la présentation, déjà précédent, s'il te plaît. Nous allons d'abord parler de la méthodologie, du constat, de la méthodologie, des résultats, et après on va parler du parchemin. On a constaté que devenir un évaluateur praticien est le rêve de tout évaluateur émergent. Mais dans la réalité, il y a des jeunes évaluateurs émergents qui n'ont pas le diplôme connaissent à l'évaluation, mais qui développent une belle carrière en évaluation. Bien suivant. OK. Et dans le même temps, il y a d'autres jeunes évaluateurs émergents qui ont des diplômes en évaluation, mais qui ne pratiquent pas et qui n'évoluent pas dans leur carrière professionnelle en évaluation. On se demande alors pourquoi.
Comment faire pour devenir un évaluateur émergent praticien? Suivant. La démarche méthodologique. Nous avons fait une collecte de données par le biais d'un formulaire Google. On a fait le traitement et l'analyse avec le logiciel Excel. On a posé deux hypothèses. Hypothèse 1, la détention d'un diplôme connexe à l'évaluation est un atout majeur pour faire une bonne carrière professionnelle dans le domaine de l'évaluation. Hypothèse 2, en dehors du diplôme, il y a une aptitude ou bien des aptitudes essentielles qui favorisent le développement d'une carrière professionnelle florissante en évaluation. Dia suivant. Deuxième dia, s'il vous plaît. Là, on a les résultats. Nos répondants, on a de 52 répondants qui sont répartis entre 14 pays de résidence. Les pays, on a la Suisse, le Rwanda, le Mali, le Luxembourg, le Gabon, le Djibouti, le Cameroun, le Niger, la Guinée, le Togo, le Congo, le Bénin, le Maroc et le Sénégal. Nous remarquons bien que la majorité de nos répondants proviennent du Sénégal, 24, et 8 proviennent du Maroc. Ils appartiennent en général à des associations d'évaluation, mais il y en a 6 qui n'appartiennent pas à une association d'évaluation. Donc, les associations d'évaluation auxquelles appartiennent ces répondants sont la Société luxembourgeoise d'évaluation, la Société gabonaise de l'évaluation, la Société canadienne de l'évaluation, le Rwanda Monitoring and Evaluation, le réseau nigérien de suivi et évaluation, Cameroun Development Evaluation Association, l'association djiboutienne de l'évaluation, l'association béninoise des gestionnaires de projets d'évaluation, American Evaluation Association, Vous y African passez peut-être. Network, OK. Donc là, on voit les réseaux, les associations dont ces répondants sont membres. Donc, il y a aussi l'association du Togo, l'association du Maroc et puis du Sénégal, et puis l'association du Congo-Brazzaville. Déjà suivant. OK. Les résultats, comme résultat, on a constaté que les répondants sont en majorité des évaluateurs émergents, 65%, et 35% des seniors. La plupart d'eux ont un diplôme, connaissent à l'évaluation, 75%, et 13 non. Et puis, parmi ces répondants, la majorité de ces répondants ne vivent pas de l'évaluation. 69% d'eux n'ont pas leur revenu principal ne provient pas de l'évaluation. OK. En bas, on voit le nombre approximatif des missions d'évaluation auxquelles ont participé ces répondants-là. La plus grande majorité d'entre eux, c'est-à-dire 40%, ont participé entre 1 et 3 évaluations, missions d'évaluation. Et puis, il y en a 39 qui ont participé entre 4 et 10 missions d'évaluation. 19% à plus de 10 missions d'évaluation et puis 2% n'ont jamais participé à une mission d'évaluation. Donc, voilà, nos répondants sont divers, sont de nature diverses. Yeah, suivant, please. OK. On a demandé à ces répondants si l'évaluation fait partie, comment ils participent à des missions d'évaluation. Pour 14 d'entre eux, ça fait partie de leur job description, c'est-à-dire c'est leur travail, c'est leur boulot dans leur service. Il y en a 12 parmi eux, c'est grâce au réseautage, à des recommandations des gens qui les ont recommandés, qui ont pu participer à des missions d'évaluation. Et il y en a 6 qui ont dit que c'est parce qu'ils ont fait, c'est pas la compétition, ils ont répondu à des appels d'offres. Et il y a l'un des répondants qui a expliqué que c'est grâce à la maîtrise de la langue locale que lui, il a pu participer à des missions d'évaluation parce qu'il servait de guide. On a demandé aux interviewés si leur diplôme, on pense que leur diplôme, c'est le moteur de leur réussite professionnelle. La majorité d'entre eux ont dit oui.
Et 38% d'entre eux ont dit non. De même, eux sont tous à 88% des répondants sont unanimes que en dehors de leur diplôme, il y a des aptitudes qui favorisent l'obtention d'une bonne carrière en évaluation. Bien suivant. OK. Ici, ils ont listé. Il y a les capacités politiques. On a ces aptitudes-là sont listées ici par ordre décroissante. On a les capacités politiques, le dévouement, la persévérance, la capacité de facilitation, l'esprit d'équipe, l'aptitude à interagir, la discipline, l'engagement, la disponibilité, l'activisme social, la curiosité scientifique, c'est-à-dire la formation continue intellectuelle, l'expérience et la pratique. 29 d'entre eux ont souligné l'expérience et la pratique. Bien suivant. En dehors de ces réponses, on a eu à poser 8 autres questions aux interviewés. Et c'est sur la base des réponses à ces questions qu'on a conçu après un parchemin. Donc, les questions sont les suivantes. Ils ont justifié la question. Pensez-vous que votre diplôme professionnel ou universitaire est l'élément moteur de votre niveau d'accomplissement professionnel? Quel est l'élément principal qui vous a permis d'avoir l'opportunité d'occuper un poste d'évaluateur? Lors d'une mission d'évaluation, quelles sont les qualités qui vous permettent de jouer parfaitement votre rôle d'évaluateur? Quelles sont les qualités socio-professionnelles qui vous ont permis d'assumer votre poste? En tant qu'évaluateur senior, dites-nous, qu'est-ce qu'un jeune évaluateur émergent doit faire pour devenir un évaluateur émergent praticien? En tant qu'évaluateur senior, quelles sont les qualités que vous attendez de vos collaborateurs, en particulier chez les jeunes évaluateurs émergents? Quels sont les 3 conseils essentiels que vous donneriez à un jeune évaluateur émergent? Je ne vois plus la personne. OK. Quelles sont les qualités d'un évaluateur émergent? Quelles sont les qualités qu'un jeune évaluateur émergent doit avoir pour être utile et se faire accepter, sollicité par les évaluateurs seniors? Là, vous voyez bien que c'est des questions dont les réponses sont des réponses qualitatives qui ont été traitées et la synthèse de ces réponses ont permis à l'élaboration d'un parchemin. Il y a suivant, please. Suivant. Suivant. On va présenter le parchemin là tout à l'heure. Non, précédent. OK. Donc, en conclusion, la conclusion de notre étude, on voit que les hypothèses posées au début de notre étude ont été bien vérifiées et que la détention d'un diplôme connexe à l'évaluation est un atout majeur pour faire une bonne carrière professionnelle dans le domaine de l'évaluation. Mais en dehors du diplôme, il y a bien des aptitudes essentielles qui favorisent le développement d'une carrière professionnelle florissante en évaluation. La connaissance, l'appropriation et l'application de ce parchemin sera d'une grande utilité pour tout évaluateur émergent qui veut prospérer dans le domaine de l'évaluation. Bon. On passe au parchemin maintenant. Le parchemin, oui. C'est déjà à 10 minutes, Mania. Allez-y. Ah, d'accord. OK. OK. Si tu es un jeune évaluateur émergent que tu veux émerger dans le domaine de l'évaluation, ici, on a préparé ici 13 recommandations pour toi. Tu dois avoir un bon diplôme universitaire, de préférence un diplôme assimilé, c'est-à-dire connaissant l'évaluation. Quelle que soit la grandeur de ton diplôme, il n'est pas suffisant. Sois curieux et implique-toi activement dans les activités de ton association d'évaluation. Tu dois toujours développer tes capacités techniques et améliorer ta crédibilité. Investis-toi beaucoup dans le réseautage. Cela te sera d'une grande utilité. Aux côtés des seniors, ne cherche pas à te mettre en avant, respecte la place des aînés. Aux côtés des seniors, mets-toi dans la peau d'un serviteur, d'un apprenant. Utilise tes compétences selon leurs besoins.
En 8, sois humble, disponible, à l'écoute, toujours à la quête du savoir et des opportunités de pratiquer. Investis-toi dans le bénévolat. Apprends, persévère et sois patient. Participe au maximum aux forums et aux conférences internationales. Apprends des pairs, aide des mentors, fais-toi coacher. Sois toujours reconnaissant et loyal. Merci. J'ai fini, Monsieur Yann. Merci. Merci, merci Marianne pour la présentation. Je pense que c'est une initiative intéressante. Il y aura certainement des commentaires. Et on va inviter nos panélistes maintenant de réagir de deux manières, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont des réactions à chaud sur cet exercice et les résultats de l'exercice, tout en sachant qu'on peut aller dans beaucoup de détails si on veut, mais d'avoir une réaction vraiment globale de ce qu'ils ont entendu et de lier ça peut-être à leur propre parcours et expérience comme évaluateur. Peut-être ils peuvent évoquer quelques moments décisifs, n'est-ce pas, dans leur chemin qui a façonné leur avancement, n'est-ce pas? Et je pense dans la vie professionnelle, indépendamment de toutes les qualités et toutes les formations, n'est-ce pas, il y a un rôle aussi pour le hasard ou la bonne chance, n'est-ce pas? Et parfois, ou le destin, n'est-ce pas, qui peut entrer en jeu. Donc, je pense avec cette présente réunion, on va maintenant passer à nos panélistes dans l'ordre suivant, Michel, Linda, Ratiba et Lamine. Et si on vous donne peut-être 3 minutes chacun à réagir, 4 minutes pour réagir à ce que vous avez entendu et peut-être aussi apporter quelques éléments sur votre propre chemin qui pourraient peut-être aussi éclairer nous tous sur quoi faire pour devenir un évaluateur émergent praticien. Allez-y. Donc, la première parole, on peut cesser de partage d'écran maintenant et on passe la parole à Dr. Michel Ouedraogo. Oui, ben, merci beaucoup, Yann. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Alors, j'ai vraiment bien aimé la présentation qui a été faite par notre présentatrice, Raymond, ici qui prouve clairement qu'éventuellement, il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour les évaluateurs émergents si on veut passer vraiment d'émergents à évaluateurs praticiens. Un des points cruciaux qui a retenu mon attention, c'est le fait que la formation est importante. Donc, là, le fait d'avoir un diplôme dans le domaine de l'évaluation est déterminant essentiellement. C'est plus facile de pouvoir intégrer la carrière. L'autre chose que j'aimerais mentionner, toujours en m'appuyant sur le point de la formation qui va être le focus de mon intervention, c'est le fait qu'il faudrait ajouter aux formations éventuellement diplômantes en évaluation, des formations continues qui sont vraiment cruciales et déterminantes. Alors, je prends le cas. Ça se fait bien le micro, merci. Alors, je prends par Allez-y. exemple mon exemple à moi. Il y a deux formations qui ont été très déterminantes pour ma carrière en évaluation. C'est d'abord en 2013 avec le Programme international de formation en évaluation du développement, le PIFED, qui a été ma toute première formation en évaluation. Et la deuxième, c'était la formation avec le Centre Clear qui est basé à Dakar, où j'ai eu l'opportunité également en octobre 2013 de prendre part à ces deux formations qui ont posé pour moi vraiment les fondements pour vraiment démarrer une connaissance vraiment professionnelle et une connaissance vraiment approfondie vraiment dans le domaine de l'évaluation. Donc, j'aimerais mentionner ça, que les formations continues sont également très importantes pour les évaluateurs émergents. N'hésitez pas, si vous avez des opportunités de pouvoir prendre une, deux formations à gauche, à droite, prenez-les, ça va être vraiment déterminant. Et pour terminer avec une expérience qui est toujours en lien avec le mien, je me rappelle de mon premier stage en évaluation. C'était un projet de recherche qui était lancé par la Banque mondiale au Burkina Faso. Et le projet de recherche était en évaluation. C'était vraiment spécifiquement focalisé sur l'évaluation participative. Et moi, j'ai fait une demande pour avoir un stage dans ce projet-là. Je me rappelle que mes demandes, personne ne m'a répondu. J'ai essayé d'avoir un retour, j'ai jamais eu de retour. Et je me suis déplacé moi-même, hein, un jour dans le bureau du directeur du projet. Et je suis resté là jusqu'à 18 heures après les heures de fermeture pour avoir au moins le premier rendez-vous avec le directeur. Et finalement, la secrétaire qui partait m'a dit, écoutez, je vous laisse. Si jamais il a le temps de vous recevoir après, ce serait bien. Et quand il m'a reçu, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, je suis venu faire le suivi d'une demande de stage à votre niveau. Il dit, pourquoi vous demandez ce stage? Et en 5 minutes, j'étais capable de lui dire
pourquoi je voulais faire une carrière en évaluation, quelle était ma vision en lien avec l'évaluation. Et sur place, il m'a dit, vous revenez demain, voyez mon assistant et on verra quand est-ce que vous pourrez commencer votre stage. Donc, j'aimerais ajouter que l'audace est quelque chose de déterminant. Si vous voulez faire une carrière en évaluation, visez les opportunités, foncez, n'hésitez pas, défoncez les portes s'il le faut, mais il faut vraiment persévérer. C'est de là vraiment que va venir le succès. Merci Yann, je termine là et je laisse la parole aux autres panélistes. Merci pour les conseils très riches et très importants. J'aime beaucoup foncer, n'est-ce pas? Audace, proactive, absolument. Et vous voyez les fruits, mais les participants, ce que, là où il est maintenant, Michel. Donc, le prochain présentateur ou le prochain participant qui va donner son point de vue, c'est Dr. Linda Ray, qui est avec nous à partir de Genève, où elle est actuellement en mission. Mer- Linda, tu as Merci la beaucoup, parole. Yann. Premièrement, je pense que c'est très important de féliciter Maounion pour ce travail. Elle a fait preuve d'audace et de proactivité en initiant cette présentation et cette recherche exploratoire qui pose très bien la table. Donc, je pense que je vais demander aux participants de se joindre à moi pour la féliciter. Pour mes réactions à chaud sur son travail, j'ai été marquée par trois éléments principaux. Je pense que quand je lis son parchemin, ça me renvoie à trois éléments qui guident, en fait, qui continuent de guider mon parcours en évaluation. C'est premièrement le savoir-faire et le savoir-être. Dans le savoir, Ah, Linda, euh, c'est coupé, hein? Voilà. est-ce que vous Allez-y. m'entendez? Oui. Oui. Vous étiez sur le savoir-être. Donc, au niveau du savoir, elle a bien mentionné l'importance d'avoir un diplôme connexe. Et je pense que le terme connexe est important. Euh, pour moi, l'évaluation, c'est un des domaines les plus démocratiques du savoir que je connaisse, parce qu'effectivement, on peut très bien être sociologue, anthropologue, médecin et faire de l'évaluation. Donc, c'est la première chose qui est importante à souligner. En ce qui concerne le savoir-faire, c'est la pratique, l'expérience, comme elle l'a mentionné. Et je voulais aussi notifier que, à mon avis, on fait d'où souvent la différence entre les évaluateurs émergents et les évaluateurs seniors. Mais au regard de, comme l'a dit Yann au début, on est dans un monde en constant changement et je pense qu'on est tous des émergents à vie. Parce que le monde change, il y a des nouvelles technologies, il y a l'intelligence artificielle. Donc, même si on est senior à un moment donné, il faut continuer à s'adapter et comme Michel a très bien dit, et continuer à apprendre et à s'adapter à ces changements au niveau mondial. Donc, pour moi, les évaluateurs émergents doivent beaucoup aux évaluateurs seniors, mais je dirais que c'est un échange entre émergents et seniors qui va continuer à faire grandir la profession. Donc, on apprend tout autant des émergents que les émergents peuvent apprendre des seniors. Et finalement, en ce qui concerne le savoir-être, j'ai trouvé ça très intéressant parce que 98% des répondants ont mentionné l'importance d'autres compétences ou aptitudes. Et pour moi, c'est très important. On a mentionné l'écoute, on a mentionné l'adaptation culturelle avec la langue locale et les compétences politiques. Je pense que le savoir-être est très important en évaluation, comme je l'avais mentionné dans un des écrits de l'ouvrage sur l'évaluation en contexte de développement. L'évaluation, c'est d'abord une aventure humaine. Et donc, c'est très important de faire preuve de savoir-être. Donc, je vais m'arrêter ici et je pense que évaluateurs émergents et évaluateurs seniors sont l'avenir de la profession. Merci à vous. Merci beaucoup, Linda, pour ces avis et ces opinions très intéressants et ça nous avance dans notre réflexion. C'est vrai que nous avons eu une session samedi passé avec des évaluateurs émergents de Sénégal et nous avions un évaluateur déjà senior, Tieno Diouf, qui a maintenant ouvert son cabinet à Dakar. Il m'a dit, je cherche activement des évaluateurs émergents parce que j'ai constaté que l'évaluateur émergent, de jeunes évaluateurs, apporte à mon action.
un enthousiasme, une passion et une maîtrise de certaines approches et certaines technologies, n'est-ce pas, que l'évaluateur habituel, n'est-ce pas, n'apporte pas. Donc, c'est vraiment, c'est une question de ce dialogue qui est réciproque et c'est mutuellement bénéfique, n'est-ce pas? C'est très bien dit et nous sommes tous des émergents parce qu'on n'aura jamais une connaissance parfaite. Donc, Exact. ceci dit, on va passer la parole à Ratiba qui passe une bonne partie de son temps en train de nous interpeller, de nous éveiller et de nous mettre un peu à jour dans les techniques et les méthodes pour apporter le changement social, parce que finalement, c'est ça le but pour nous tous, c'est évaluer pour que les choses marchent mieux. Alors, Ratiba, tu as la parole. Merci Ian. Bonjour à tous, très heureuse d'être là. Mahonian, je voulais te féliciter pour cette initiative et je crois que tu as entamé là ta curiosité t'a poussé à entamer un dialogue intéressant. Je pense qu'on devrait tous partager. Alors, pour rebondir un peu sur ce que disait Linda, c'est vrai que la distinction entre émergent et senior, en fait, les jeunes évaluateurs, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont un regard beaucoup plus frais et ils empêchent les seniors de s'encrouter. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, moi, ce qui est revenu, enfin, ce qui est ressorti de la présentation de Maounian, c'est trois choses. La première, et je vais le dire parce que moi, ma perspective, c'est que j'ai commencé par être praticienne et je suis devenue évaluateur. Donc, je ne différencie pas l'évaluateur émergent du praticien. À partir du moment où on est évaluateur, pour moi, c'est une pratique. On évalue quelque chose qui est dans le concret, dans le tangible. Donc, on est praticien dès le départ, de par notre regard. Et je crois que c'est important de le savoir, c'est-à-dire de le garder en tête pour pouvoir être toujours ancré dans la réalité et que c'est pas du Oui, théorique ramené monsieur. plus bas. Donc ça, Oui, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est que diplôme ou pas, c'est intéressant parce que moi, je n'ai pas de diplôme en évaluation. J'ai commencé en 2002 au Rwanda. Et j'ai appris le métier. Donc moi, je venais d'une éducation beaucoup plus sociologie, socio-anthropologie, etc. Donc je suis venue du côté qualitatif. Et petit à petit, ben, j'ai appris le métier, notamment avec des formations sur le terrain. Je travaillais par exemple pour le CDC américain, qui est assez quantitatif. Et là, j'ai vraiment fait ma grosse formation, mais ça a été vraiment une formation pratique et théorique en même temps. Et ça a été très bénéfique pour moi. Donc, tout ça pour dire que la carrière d'évaluateur, pour moi, n'est pas linéaire. Et ce serait une erreur de la regarder comme étant linéaire. D'autant plus, comme l'a dit Yann, et l'a rappelé Linda, le monde de l'évaluation, comme le monde d'autres secteurs, est confronté à tout plein de changements actuellement. Donc, on a besoin d'adaptabilité, de synergie avec d'autres secteurs, d'autres perspectives est important, d'agilité pour pouvoir s'adapter aux besoins. Donc ça, c'était quelque chose qui était revenu. Et puis aussi, la révolution du AI, Linda l'a mentionné aussi, elle nous donne des opportunités énormes. J'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai des réseaux sociaux, mais aussi, elle soulève pas mal de problèmes, notamment sur à qui appartient l'information, les possibles erreurs, les sources, la protection des sources, etc. Donc ça, c'était les quelques points qui sont ressortis. Pour les trois conseils, je vais les donner tout de suite parce que mes copanélistes l'ont fait. Pour moi, c'est se tenir au courant des développements. Le monde de l'évaluation, comme le monde de tout autre domaine, évolue très rapidement. Donc ça, je pense il faut se garder, être au courant et essayer de suivre les différentes discussions qui se passent maintenant. Notamment nous qui sommes en Afrique, sommes très confrontés à la discussion. En tout cas, moi, elle est très importante pour moi. C'est cette discussion sur la décolonisation de l'aide, décolonisation de l'évaluation, beaucoup plus d'équité, d'inclusion, etc. Pas seulement dans le travail qu'on fait, mais aussi comment on fait les choses en tant qu'évaluateur, c'est très important. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième conseil que j'ai, c'est de développer sa valeur ajoutée en tant qu'évaluateur. Trouve quelque chose qui te passionne en tant qu'évaluateur. Là, je parle aux jeunes évaluateurs. Trouvez quelque chose qui vous passionne dans l'évaluation
et suivez-la, renseignez-vous, formez-vous. Et je parlerai tout à l'heure des formations disponibles sur les réseaux et en ligne aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et la dernière, c'est d'être flexible. Et je crois que Linda l'a mentionné aussi, cette flexibilité, agilité. Et ça doit être vraiment quelque chose qui reste avec vous parce que ça sera votre plus grande richesse et votre plus grande force pour avancer. Et je vais m'arrêter là pour te redonner la parole, Yann. Merci. Merci Ratiba encore pour des bons conseils. Et je pense que vous avez tous les trois, vous avez ouvert des perspectives très intéressantes. Et s'il vous plaît, fermez votre micro. Guillaume, fermez votre micro. Aka Guillaume, merci. Je pense que vous avez soulevé des questions, des pistes très intéressantes et je pense que dans le deuxième tour, vous avez la possibilité d'approfondir un peu plus. Peut-être vous allez nous faire des suggestions sur les comment, parce que vous avez fait un certain nombre de choses, se tenir à jour, par exemple, c'est un grand défi. Il y a tellement de choses maintenant, tellement de sites web, tellement de webinaires, tellement de MOOC, etc. Comment choisir, n'est-ce pas? Comment naviguer? Comment faire son propre plan d'être mis à jour, d'être à jour, n'est-ce pas? Donc, il y a peut-être la possibilité de revenir sur certains points dans le prochain tour de table. Maintenant, avant de passer la parole à Lamine Diop, je voudrais juste vérifier, j'espère que Maouinia, Aminatou, vous essayez de m'aider à suivre un peu le chat. Il y a un certain nombre de questions. Nous sommes déjà à 92 participants. Donc, je pense que ça fait beaucoup. Donc, évidemment, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Donc, c'est important de veiller sur le chat. Aidez-moi, s'il vous plaît, pour cela. Et bien sûr, réagir si vous pouvez. Et maintenant, on va passer la parole à Lamine Diop, s'il vous plaît. Merci OK. beaucoup, monsieur Yann. Merci, monsieur Yann, de m'avoir donné la parole. Oui. Permettez-moi d'abord de remercier Mauno de m'avoir bien voulu associer à ce panel dont je partage avec des experts dont on ne présente plus dans le monde de l'évaluation. Peut-être ils sont certainement revenus sur la richesse de sa présentation, mais deux remarques vont juste s'accentuer sur la conclusion. L'autre remarque, c'est peut-être sur le parchemin pour les évaluateurs émergents. Donc, je pense qu'elle l'a déjà évoqué. En dehors même des diplômes, un évaluateur émergent doit avoir d'autres aptitudes, d'autres compétences qui vont favoriser son immersion dans le monde de l'évaluation. Donc, peut-être pour revenir sur le parchemin, c'est juste des questions que je voudrais adresser à Mauricio. Est-ce que vous pensez que les recommandations que vous avez citées dans le parchemin sont assez exhaustives pour qu'un évaluateur émergent ou bien un jeune étudiant qui aspire faire carrière en évaluation doit s'en approprier pour que son insertion soit facile? Merci beaucoup. Merci, Lamine. Et merci pour la concision et pour la pertinence de la remarque. Et j'aurais peut-être dû en parler tout au début, n'est-ce pas? Quelle est la suite que nous allons donner, n'est-ce pas? Suite à nos conversations, à nos échanges, n'est-ce pas? Est-ce que Marignan compte refaire le parchiment ou ajouter des points au parchiment ou penser aux next steps, aux prochaines étapes? Avec le parchiment, ça c'est juste une étape de réflexion. Il y a des choses qui suivent. Donc, on va lui donner la possibilité de réagir sur ça. Elle peut réfléchir un peu déjà sur la question posée. Si vous pouvez garder cette question pour le moment, Marignan. Maintenant, on va prendre une petite pause de peut-être de 5 à 10 minutes pour voir un peu s'il y a des questions brûlantes, si quelqu'un voudrait faire un commentaire. Si oui, vous pouvez prendre la parole, mais il faut donner votre nom et s'il vous plaît, soyez très concis avec une question très précise, n'est-ce pas? Ou si vous avez une remarque importante à partager. Donc maintenant, je pense que... est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande la parole? Il faut m'aider à voir. Je ne vois pas très bien les mains levées ici. Est-ce qu'il y a les mains levées? Sinon, il y a... Bon, peut-être je vais demander la question dans ce cas de Sassou Damessi Akolor. Mais chez aînés, comment pouvons-nous avoir accès
l'enregistrement de la session pour revisiter les têtes froides? Je pense l'enregistrement, c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est déjà prévu dans la structuration de la semaine globale. Mais de toutes les façons, l'enregistrement sera disponible. Est-ce que quelqu'un peut préciser si la manière d'avoir l'enregistrement? Ou sinon, répondez au chat, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui est peut-être Aminatou peut répondre au chat sur cette question, sur l'enregistrement, n'est-ce pas? Oui, Gardez vos bien sûr, micros la session fermés. sera enregistrée et sera disponible sur la page YouTube de Sénéval. Après, Page nous YouTube diffuserons Sénégal. le Mettez lien ça après. dans le texte. Mettez ça dans le chat aussi, s'il vous plaît. D'accord. OK? OK. 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 Il y a Komoé Joachim Quadio de Sénégal aussi, qui demande un peu comment avoir une formation diplômante quand il n'y a pas beaucoup de cours offerts. Peut-être ça, c'est une question sur laquelle on peut revenir. Donc, s'il vous plaît, fermez votre micro, s'il vous plaît. On peut revenir sur cette question dans les panélistes. OK? Ça, c'est vrai, c'est la disponibilité des cours et quels cours. Je pense d'ailleurs ça rentre un peu dans la question déjà posée à Dr. Linda Ray. Peut-être elle va dire un mot là-dessus. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais intervenir un peu. D'accord. OK. Monsieur Bakigay, s'il vous plaît, soit concis, votre nom, votre association et votre question. En fait, moi, c'est Cheikh Mbakege. Je suis CEO du cabinet STMG CAIFI, cabinet de services et de consultance en migration et gouvernance. Je voulais rejoindre l'avis de Ratiba Sherif, pour qui c'est pas très indispensable d'avoir un diplôme en évaluation pour devenir évaluateur. Par l'expérience, bon, pour mon cas, moi, je suis juriste de formation, mais j'ai pu embrasser l'évaluation à travers une mission que j'ai effectuée au Maroc au niveau du Conseil national des droits de l'homme, dans un projet de coopération sud-sud financé par l'Union européenne et les différents États qui composaient, financés et pilotés par l'Union européenne, et qui composaient, qui impliquaient les différents États que sont le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Mali. Et donc là, à travers cette expérience, je me suis, Très bien. voilà, OK. j'ai beaucoup acquis dans le domaine de l'évaluation. Et là, voilà, c'est l'opportunité de rejoindre le Sénégal pour mieux parfaire mes compétences dans ce Ouais, domaine. ouais. Très bien. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions dans le chat. Je souhaitais avoir de l'expérience en évaluation. Comment faire? Je souhaite appuyer à distance l'évaluateur pour apprendre auprès de lui. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent avec notre travail avec des évaluateurs émergents. C'est la priorité numéro un, je dirais, c'est comment avoir cette première expérience professionnelle. Donc, j'espère que nos panélistes vont en tenir compte, n'est-ce pas, dans leurs remarques, le pratique, n'est-ce pas, concrètement. Et peut-être Lamine Diop peut dire un mot parce qu'il a assez bien réussi d'avoir une série des opportunités professionnelles à partir de son statut d'étudiant en master à l'UQAD. C'est une question très importante. OK. Et je pense lié à cela, il y a la question aussi de Kojo Doji Algoudor, excusez-moi pour la prononciation, qui disent quelles sont les barrières, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'il y a des barrières, mais vous avez déjà une partie de la réponse, c'était l'audace et de rester devant le bureau après les heures de bureau pour être reçu. Mais quand même, quand on parle de ces opportunités d'expérience, comment avoir accès et quelles sont des barrières, et je pense que Latiber a déjà dit, il faut trouver votre voie, il faut valoriser ce que vous avez et projeter ça, n'est-ce pas? C'est sûr. OK. Est-ce qu'il y a des mains levées? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui prennent la parole? OK.
Donc, je pense qu'on peut retourner la parole dans ce cas à nos... je vois, il y a un nouveau message ici. OK. Bon, il y a une question détaillée sur l'entretien de travail pour un profil d'évaluateur. C'est toujours un peu la même chose, comment se projeter, comment avoir accès, etc. Donc, je pense, et il y a une question sur qu'est-ce que c'est l'évaluateur émergent, évaluateur senior. En réalité, le panel peut commenter, mais dans les définitions que j'ai vues, c'est quelqu'un qui veut pratiquer l'évaluation et qui a moins de 3 ans d'expérience ou moins de 5 ans d'expérience, selon les critères utilisés. C'est ça l'évaluateur émergent. L'évaluateur senior, peut-être c'est les cheveux gris ou je ne sais pas quoi, mais vous êtes évaluateur major ou évaluateur senior? Mawignon peut-être peut nous dire peut-être sur ce critère-là. OK. S'il vous plaît, fermez le micro. Johnny Queen, fermez le micro, s'il vous plaît. Fermez le micro. OK. Donc, on peut relancer notre panel, n'est-ce pas, en ordre envers, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à l'opposé de ce que nous avons pris au départ. Vous avez déjà, on vous a proposé certaines questions, mais vous n'êtes pas limité à ces questions. Vous pouvez aussi répondre à certains des points soulevés par l'assistance et aussi développer un peu le comment. Vous avez parlé de le quoi faire et le comment faire aussi est intéressant. Donc, on va prendre le retour maintenant. Lamine Diop, peut-être cette question d'expérience professionnelle, c'est très connecté avec la question qu'on vous a posée. C'est quelle est votre expérience de faire la transition entre une formation économique, comme un diplôme de master à l'UQAD, dont vous êtes vraiment, que vous avez, et comment vous avez fait la transition au monde réel de travail d'évaluation. Donc, ça peut répondre à certaines questions sur comment avoir ces opportunités. Allez-y, on vous donne 3 minutes pour aborder ça. Allez-y. D'accord, merci beaucoup, M. Yann, encore. Bon, comme vous le savez, moi, je suis Lamine Diop, diplômé en économie rurale à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, parallèlement aussi, j'ai suivi la formation PIFET, Programme international de formation en évaluation de développement. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience de transition de la formation académique au monde réel du travail. Donc, après avoir obtenu ma licence en analyse économique et politique, je me suis intégré à l'Association sénégalaise d'évaluation par le biais d'une sœur. C'était lors d'une activité de clôture du programme de renforcement de capacité des évaluateurs émergents de la première édition. Donc, au sortir de cet atelier, j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'évaluation. En même temps que je continuais à faire mes cours à l'école, je faisais des recherches et aussi me documenter un peu sur les questions d'évaluation. Et parallèlement également, j'ai beaucoup participé à des missions de collecte de données. Donc, ces expériences cumulées de missions de collecte de données et aussi des services de, de transcription des entretiens, etc. Donc, à force de cumuler ces expériences, j'ai quand même un peu étouffé mon CV et ce qui m'a permis de décrocher ma première consultance en évaluation. Certes, c'était par le biais d'une connaissance, mais quand même, j'étais jeune, je n'avais pas assez d'expérience et de compétences pour pouvoir prendre en charge ces genres de consultance, mais quand même, elle a eu confiance en moi et elle m'a donné l'opportunité de mettre en pratique mes connaissances théoriques en évaluation. Donc, à travers cette première mission, j'ai pu conduire une évaluation de bout en bout, du démarrage, soumission de rapport de démarrage jusqu'au rapport final. Donc, suite à cela, j'ai commencé maintenant à trouver d'autres opportunités telles que participer à des missions de consultance comme l'évaluation du 8e programme UNFPA Sénégal. Et depuis lors aussi,
l'ONG qui m'avait donné la première mission d'évaluation fait toujours appel à mes services s'il termine un projet, etc. Donc, bon, ce qui a beaucoup plus favorisé mon insertion ou bien mon insertion professionnelle, je peux dire que c'est les compétences que j'ai eues lorsque je faisais des missions de collecte de données. J'ai développé des compétences en technique d'animation, d'entretien, mais aussi je me suis un peu familiarisé avec les outils de collecte de données. Même si bon, ma formation académique n'était pas trop adaptée avec le monde réel de l'évaluation. Certes, on avait un module en suivi et évaluation des politiques agricoles, mais le contenu en tant que tel laisse à désirer. Donc, bon, c'est à travers les missions de collecte que je me suis vraiment forgé et renforcé mes connaissances en termes d'évaluation. Aussi, ce qui m'a beaucoup plus aidé, surtout dans la conduite de l'évaluation, lors de ma première mission, c'était parallèlement, je faisais la formation du PIFET. Et ce programme était assez riche et consistant et te donnait des connaissances du processus de l'évaluation, tout au long du processus de l'évaluation. Comment tu dois développer les outils de collecte, comment tu dois maintenant, l'autre chose, c'était beaucoup plus la modélisation de l'intervention. C'était notre premier début de module, la modélisation de l'intervention. Maintenant, les méthodes de collecte, les méthodologies d'évaluation. Au sortir de ce programme, j'ai quand même assez de bagages pour me prétendre de pouvoir prendre des missions d'évaluation. Donc, je dirais que c'est des missions de collecte ainsi que Merci. la formation avec PIFET, ce qui a vraiment facilité mon insertion professionnelle. Merci. Merci beaucoup, Lamine. Merci pour cette présentation très importante. Et je me permettrai, en connaissant un peu le parcours de Lamine, je vais juste renforcer ce qui a déjà été dit. Audace, il s'est présenté, il est venu à Sénéval, il est devenu volontaire d'abord avec Moutala, qui était notre secrétaire permanent. Après, il a eu l'opportunité à présenter, et comme il était déjà volontaire, il a été pris comme secrétaire permanent. Très forte motivation d'apprendre, comme a dit, n'est-ce pas, Ratiba. Lamine est très calme, mais c'est vraiment un passionné d'apprendre, l'apprentissage. Et aussi, ce qui est très important aussi, c'est la discipline et la bonne organisation. Le travail d'évaluation, c'est un travail très exigeant et très rigoureux, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un qui est très travailleur, très organisé, très fiable. On peut compter sur lui pour livrer le produit, même s'il doit travailler toute la nuit. Et aussi, il sait comment contacter des gens pour avoir de mentorat. Il a cherché à l'intérieur de Sénéval, à travers des gens comme moi-même, Safiatou Diallo et autres, n'est-ce pas? Il a cherché d'être aussi mentoré, d'être coaché quand c'était nécessaire. Et en dernier lieu, la motivation pour le terrain. C'est pas facile, c'est difficile, n'est-ce pas? Donc ça, c'est tout ça, ce sont des éléments qui vont vous aider à vous positionner. Donc je pense que merci beaucoup, Lamine, et vous pouvez continuer à suivre si vous avez d'autres remarques plus tard. On va passer la parole maintenant à, n'est-ce pas, à Ratiba pour réagir. On a demandé une question, Ratiba, sur des réseaux sociaux dans le développement professionnel des évaluateurs émergents, mais on ne va pas vous limiter à cette question, mais quand même, c'est un domaine qui est très important ces jours-ci, et je suis très impressionné par ce qu'on trouve à LinkedIn et en particulier ce qui fait Ratiba. Mais je pense que vous avez la parole, n'est-ce pas? Tu as la parole pour Merci. réagir. Merci. Merci beaucoup, Yann. Alors, je vais préfacer un peu mon partage là en disant que moi, j'ai volontairement développé ma carrière d'évaluatrice. En fait, j'ai choisi l'évaluation un peu par hasard. Et ensuite, j'ai fait beaucoup d'évaluations en interne dans des programmes. Et je vais vous expliquer comment ça se passait et ce que ça peut ouvrir comme opportunité. Alors moi, j'ai commencé en 2002. Je vais faire un peu comme Lamine, comment j'ai commencé rapidement. Donc en 2002, j'étais au Rwanda. Je n'avais pas travaillé dans le développement international avant. Et j'ai fait preuve d'audace, j'ai été voir une organisation, c'était the International Rescue Committee, l'IRC, qui travaillait notamment avec les enfants mineurs non accompagnés. Et là, j'ai dit, mais prenez-moi en tant que volontaire,
que stagiaire, est-ce que vous auriez quelque chose à faire? J'ai commencé donc en utilisant mes compétences beaucoup plus en sociologie, anthropologie, ce genre de recherche-là, avec une étude qualitative pour préparer une enquête beaucoup plus large au niveau national qui arrivait, pour informer les questions de l'enquête qui arrivait. Et donc, ça a été d'abord faire preuve d'audace et d'être patient et de commencer par dire, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Mon sérieux, ma rigueur, ma capacité à livrer ce que vous recherchez et le faire et prendre un peu ce temps-là parce il est très salvateur plus tard. Pour la carrière. La deuxième chose que je voulais dire aussi, alors après j'ai continué, j'ai travaillé énormément dans des organisations à chapeauter en fait les départements de suivi, évaluation. Bon, j'ai pas commencé par les chapeauter, j'ai commencé au bas de l'échelle comme tout le monde. Et puis petit à petit, chemin faisant, j'ai fait j'ai évolué jusqu'à être directrice d'un gros programme sur 5 ans financé par l'USAID. Bref, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai cette vision globale de l'évaluation. Je ne vois pas l'évaluation comme étant quelque chose à part entière. Et c'est quelque chose qui m'avait frappé en assistant à différentes conférences, bon, quelques-unes au Sénégal, mais c'était au tout début, c'était surtout mes discussions avec les évaluateurs, enfin les membres du Sénéval, mais aussi dans des conférences beaucoup plus larges comme la American Evaluation Association, les conférences de la FREA. C'est un monde qui est fermé sur lui-même, qui se parle à lui-même. Et donc, il y a énormément de guerres sur les techniques, l'approche. Moi, je suis plus rigoureux que toi. Donc, ça m'a l'air très académique, ça m'avait l'air très académique et très, très désancré de la réalité sur le terrain. Si bien que ça ne m'étonnait pas que les évaluations n'étaient pas utilisées parce que c'était, en assistant aux séances, c'était toujours la même remarque. Mais on donne ces évaluations, elles ne sont pas utilisées. Bon, elles ne sont pas utilisées pour un certain nombre de raisons et qu'on ne va pas aborder ici. Donc, en fait, moi, mon cheval de bataille réellement, c'est que je veux que tout le monde réfléchisse comme un évaluateur. Et c'est pour ça que le parchemin de Maunion est intéressant, mais j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à rajouter qu'est-ce que c'est que réfléchir comme un évaluateur? C'est assez particulier. L'évaluateur a un regard sur le programme au-delà d'aller mesurer les indicateurs d'extrants quantitatifs, etc., que n'importe qui pourrait faire, mais réellement réfléchir au pourquoi de l'intervention. Et j'ai eu ce problème, et j'ai été confrontée à ça, et je l'ai dit, je suis devenue assez vocale pour ça maintenant, après 20 ans de carrière, je peux me permettre de l'être. Avant, j'étais plus timide. Maintenant, je suis à essayer de dire, et donc, et alors? Vous avez fait tout ça, et alors? Qu'est-ce que ça a changé sur le terrain? Et ça, je l'ai vu des programmes de l'association la plus locale, qui travaille au niveau communautaire, j'ai posé cette question il y a quelques mois à l'UNESCO, qui travaillait sur la formation du département évaluation du ministère de l'Éducation à Madagascar. C'était exactement la même question. Les gens ne savent pas ce qu'ils doivent évaluer et pourquoi ils font ce travail. Et ça me ramène à la question de passion que je disais tout à l'heure. Trouve ta valeur en tant qu'évaluateur émergent, trouve ta valeur ajoutée. Quelle est ta passion? Pourquoi tu veux faire ce travail? C'est pour améliorer quelque chose. Tu estimes la valeur d'une intervention pour améliorer la procédure. Et cette amélioration, ce passage ne se fait pas malheureusement de par la structure des projets, comment ils sont structurés, que ceux qui font le design de projets, la conceptualisation même de programmes nationaux ne regardent même pas les évaluations passées, n'ont pas le temps. Et ça peut être lié aussi à la manière dont sont présentées les évaluations. Et pour ça, je vais en parler un tout petit peu sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que ça donne quelques éléments qui me semblent assez intéressants qu'on devrait. Donc voilà, ça c'était important pour moi de le replacer. Ma vraie compréhension pour moi, l'évaluateur lui-même a de la valeur seulement s'il peut servir de nouvelles programmations, de nouvelles manières de faire. D'où l'importance de l'apprentissage. Hein, l'acronyme qu'on voit beaucoup anglo-saxon, anglophone, qui est MERL. Donc, M&E, on a commencé par Monitoring and Evaluation. Après, on a rajouté Monitoring, Evaluation et Learning. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que pour moi, je vois vraiment le rôle et une ouverture, une opportunité pour les évaluateurs d'aller regarder, de ne pas venir comme évaluateur
en fin de parcours, ex post, finale, externe, et essayer de regarder les opportunités pour que le regard de l'évaluateur et la voix de l'évaluateur soient portés pendant la mise en œuvre du projet. Parce que, comme disait Yann au tout début, c'est que ce monde est constamment en train de changer. Les projets de 5 ans, maintenant il y a plutôt que du 3 ans, 5 ans, on a ce genre de... ne peuvent pas rester figés et être évalués comme si que rien n'avait changé. Tout change, rien ne reste pareil. Et donc, dans Est-ce ce... que on est un peu plus par le temps, hein? Peut-être Ah oui, le oui, dernier point, je le vais dernier point. rapidement. Ben, je vais conclure sur ça, mais et après dire deux, trois trucs sur les réseaux. Donc, juste que l'évaluateur doit être de plus en plus, je crois qu'il y a des opportunités pour rentrer dans les programmes et travailler dans les problèmes avec le regard de l'évaluateur. Ça, c'est pour moi un point. Rapidement pour les réseaux sociaux, puisque ça a été ma question, des opportunités extraordinaires. Évidemment, mais il y a à boire et à manger. Donc, faire preuve de beaucoup de discernement et chercher les sources, c'est-à-dire que si on suit quelqu'un, par exemple, sur les réseaux sociaux, quel est le background de cette personne, quelle est son expérience, à partir de quoi cette personne se permet de parler, etc. Donc ça, c'est une chose. Pour tout ce qui est opportunité, ça permet de porter sa voix. Même en tant qu'évaluateur, n'ayez pas honte de faire des commentaires sur les posts que vous voyez sur LinkedIn. Le gros se passe sur LinkedIn, je vais vous le dire. Moi, j'ai essayé sur Instagram, sur Facebook pour arriver à toucher les jeunes. C'est pas là-bas que notre audience est. Elle est sur LinkedIn. Soyez, je conseille vraiment d'être tout de suite là-bas. Et n'hésitez pas à donner votre avis, votre expérience, ancrez-la. C'est-à-dire quand vous donnez un avis ou un commentaire, faites un commentaire ou un partage d'expérience, ancrez-la dans votre vécu. Ça, c'est très important. La deuxième, c'est opportunité de partage de connaissances, notamment avec les commentaires, mais aussi partager les connaissances en contactant des gens comme moi, par exemple, qui fait un podcast qui donne la voix aux praticiens sur le terrain. Donc ça, c'est important. Le réseautage, on en a parlé, et c'est vrai qu'il est sur le parchemin de Maunion. Je dirais simplement, ciblez votre réseautage. Ne faites pas du réseautage du sens d'envoyer des invitations pour suivre, par exemple, sur quelqu'un sur LinkedIn. Essayez de cibler et dites-leur qu'est-ce que vous leur apportez et pourquoi vous êtes intéressé par les suivre. La deuxième chose, c'est l'information et l'éducation. Il y a des guides, maintenant, il y a des outils beaucoup moins rébarbatifs, moins lourds que les grands guides auxquels moi j'ai été confrontée, avec lesquels moi j'ai été formée. Maintenant, il faut suivre des gens. Je peux contacter moi et je vous donnerai quelques personnes que moi je suis. Je vous dirai pourquoi aussi. C'est présenté de manière très légère, très rapide, avec des ressources. Donc, c'est à vous d'aller creuser plus loin. Le cinquième avantage du réseau social, c'est que les informations donnent une idée aussi sur l'évolution de l'évaluation. C'est un monde qui bouge. Suivez cette évolution. Essayez de regarder dans quoi on sera dans 5 ans, dans 10 ans. Et enfin, et ça c'est un commentaire qui est beaucoup plus général, et ça m'a beaucoup aidé dans ma formation, c'est que moi j'ai été chercher des formations aussi de domaines complémentaires. Donc ça aussi c'est important. Essayez d'aller chercher quels sont les domaines complémentaires à ce que vous faites en tant qu'évaluateur, à ce qui vous passionne, et allez connecter avec ces gens-là. Vous allez voir que ça va vous ouvrir. C'est comme une Yes. lentille caméra qui s'élargit et ça vous permet de voir les choses avec une autre Très perspective, bien. avec beaucoup plus de perspective. Voilà, je m'arrête là. Merci, Merci. Yann. Merci, Rati. Ben, on t'a donné un peu plus de temps parce qu'il y a tellement de passion, tellement de bonnes choses, de bonnes idées, n'est-ce pas? On passe la parole ensuite à Linda Ray. Et Linda, la question posée, c'était autour de questions de formation. Et ça répond à certaines questions soulevées, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est le PIFED? Est-ce qu'il y a d'autres formations certifiantes intéressantes, n'est-ce pas? Formation, apprentissage, n'est-ce pas? Tu peux sentir libre à développer un peu quelques conseils autour de ces questions parce que, comme je disais, la première priorité pour nos émergents, c'est l'expérience professionnelle et la deuxième priorité, presque au même niveau, c'est comment je dois faire pour me faire former. Et déjà, Rativa nous a donné déjà un certain nombre de suggestions. On peut se faire une formation, un apprentissage un peu partout, par plusieurs manières. Mais étant donné que Linda, c'est un des professeurs d'ailleurs au PIFED, entre autres, et l'auteur d'un certain nombre de publications dans ce sens-là, on donne la parole, Linda, pour réagir à cette question sur la formation, plus d'autres remarques que tu souhaites ajouter.
essayez de faire ça dans 5 ou 6 minutes. Merci. Je vais essayer d'être courte, mais je voulais notifier que Ratiba a quand même couvert pas mal ce volet-là. Euh, Elle a dit Absolument. aussi quelque chose au début. Elle a dit la formation, la carrière en évaluation, c'est pas une carrière linéaire. Et je pense que je vais partager quand même mon expérience. Je suis devenue évaluatrice plutôt tard parce que j'ai un diplôme en sciences politiques, relations internationales. Puis après, j'ai fait un doctorat en santé publique. Et je vais vous dire comment je suis tombée en évaluation. Je cherchais du boulot en tant qu'étudiante et j'étais prête à faire toutes les revues de littérature, les petits travaux que demandaient les professeurs. Et une d'entre elles a dit, écoute, je travaille sur un projet d'évaluation. Honnêtement, je savais pas ce que c'était. Et elle m'a dit, écoute, je te donne les documents et essaie de développer un modèle logique. Alors, j'ai jamais entendu parler de modèle logique. J'ai entendu parler de cadre logique dans les projets. Et là, elle me dit, est-ce que tu peux faire ça d'ici une semaine? Je vais vous dire très honnêtement, j'ai vraiment dit, ben oui, il n'y a pas de problème, je vais le faire, vous pouvez compter sur moi. Je suis rentrée chez moi, j'ai tapé modèle logique et j'ai tapé évaluation. J'ai lu pendant peut-être 2 jours et j'ai développé mon premier modèle logique de ma vie. Et elle a dit, tu as une passion là-dedans, tu as quelque chose, maintenant tu peux aller chercher des formations. Et la première formation que j'ai faite, c'était en analyse et évaluation des interventions complexes en santé parce que j'étais au doctorat en santé publique à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, l'évaluation a fait partie de ma vie, continue à faire partie de ma vie et continuera à faire partie de ma vie parce que à un moment donné, comme l'a dit Ratiba encore une fois, c'est la pensée critique et la pensée évaluative. Et je peux vous dire que aujourd'hui, je travaille dans le domaine de la santé pour des projets dans le domaine de la santé, mais j'ai travaillé aussi avec des organismes communautaires au Québec. J'ai été consultante indépendante. J'ai vraiment, comment dire, enseigné l'évaluation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on gagne en évaluation, ce sont des compétences transférables. Et ça, c'est très important. Ne vous dites pas, j'ai pas mon diplôme en évaluation, donc je ne peux pas faire de l'évaluation. Dans vos compétences actuelles, quelles sont celles que vous pouvez transférer en évaluation? Si vous êtes chercheur, vous pouvez transférer des compétences d'analyse, d'interprétation, de conceptualisation. Si vous êtes dans le domaine du qualitatif aussi, vous pouvez être très bon dans les entrevues, etc. Donc, il y a vraiment des compétences transférables et c'est pour ça que je disais au début, l'évaluation est un domaine démocratique. Maintenant, une fois qu'on a parlé de démocratie, comme dans tous les emplois ou dans toutes les carrières, on dit souvent qu'il faut au moins 10 000 heures pour devenir expert dans son domaine et 10 000 heures de pratique. Mais ces 10 000 heures de pratique, ça ne veut pas dire que vous allez faire de l'évaluation pendant 10 000 heures. À travers le réseautage, vous pouvez apprendre à faire de l'évaluation parce que vous allez apprendre des expériences des autres et ne pas refaire les mêmes erreurs. À travers l'implication bénévole, j'ai été bénévole, je ne sais pas dans combien d'associations, que ce soit l'association québécoise, canadienne, et je continue, réseau francophone d'évaluation. C'est incroyable la mine d'informations que l'on a. À travers le mentorat, j'ai contacté beaucoup de personnes sur LinkedIn. Si c'était à refaire, comme l'a dit Ratiba aujourd'hui, je serais beaucoup plus ciblée. Mais sur les 10 personnes que j'ai contactées, il y en a peut-être 2 ou 3 qui m'ont répondu. Mais ces 2 ou 3 ont fait la différence parce que ce sont des personnes qui faisaient de l'évaluation au quotidien. Et je me suis rendue disponible pour un café, pour une rencontre d'1 heure. Et ils m'ont dit concrètement dans leur métier, au jour le jour, c'est quoi faire de l'évaluation. Quatrième point, les formations en continu. Alors, bien sûr, on a beaucoup entendu parler du PIFED et je ne peux que soutenir le PIFED parce que effectivement, j'ai enseigné au PIFED. Il y a aussi beaucoup de formations. J'ai mis quelques liens quand même dans le chat, des formations offertes autant par des universités sur le continent, mais ailleurs. Les associations nationales font un gros travail de formation, pour la plupart gratuite. Des fois, c'est payant, mais pensez à l'investissement que ça représente. Donc, des fois, il faut trouver le juste milieu. Et finalement, je dirais, quand vous regardez toutes ces formations, on peut être formé dans quelque chose et dire on a le diplôme, mais l'idée, c'est
qu'est-ce que je veux acquérir? Et pour ça, je vous conseille, avant même de vous lancer dans le choix des formations, de regarder un peu les compétences attendues d'un évaluateur praticien. Et vous avez plusieurs associations qui ont sur leur site Internet, je parle notamment de la Société canadienne d'évaluation, où vous avez un répertoire des compétences d'un évaluateur qui passe des compétences techniques aux compétences plus soft, si vous voulez, des compétences plus personnelles ou des aptitudes. Donc, regardez un peu, faites votre propre bilan, en fait, de compétences. Regardez ce que vous avez déjà, ce que vous maîtrisez déjà, et allez cibler ces formations en fonction des manques que vous devez combler. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore au niveau de la formation? Comme je disais, la formation, elle est continue. Euh, L'évaluation aussi, quand on en parle, quand on dit je veux faire une carrière en évaluation, on a l'impression que tout évaluateur et évaluateur indépendant doit répondre à des appels d'offres. C'est une partie du métier, mais lorsque vous travaillez dans votre organisation, que ce soit dans un ministère ou autre, vous apportez une pensée évaluative. Vous contribuez à la planification de ces interventions. Donc, si vous avez une pensée évaluative, vous pouvez aussi contribuer à un processus de planification à l'intérieur de votre organisation, quelle qu'elle soit. Vous pouvez également faciliter des discussions, des négociations en vous basant sur des données probantes. Donc, essayez de voir, la finalité n'est pas forcément l'évaluateur indépendant qui répond à des appels d'offres, mais l'évaluation offre un panel de profils et de carrières et ce n'est pas fermé. On peut faire un aller-retour. Moi, j'étais dans l'académique encore récemment, mais je continue quand même à faire de la consultation et j'accompagne aussi des organisations dans ce qu'on appelle de l'évaluation développementale pour améliorer en continu leurs interventions. Donc, c'est vraiment un peu ce volet-là. Et pour terminer, j'ai parlé de différents éléments, la formation, le mentorat, le réseautage, l'apprentissage continu. Mais je dirais tous ces trucs, tous ces éléments dont on parle font partie d'un écosystème. Il faut, comme vous l'avez dit au début, être audacieux, être proactif, bien se connaître, bien se vendre. Donc, c'est important aussi de faire un travail de révision de votre CV pour mettre en évidence ces compétences-là, d'identifier dans ce monde professionnel de l'évaluation, qu'est-ce qui me convient le mieux, qu'est-ce qui me passionne le mieux. Et ça ne veut pas dire qu'après, vous n'allez pas vous réorienter non plus, parce que l'évaluation, finalement, c'est un peu un fil rouge qui vous accompagne. Une fois que vous avez maîtrisé les compétences évaluatives, vraiment, malheureusement, je vais parler en anglais, je m'excuse, mais sky is the limit. En fait, c'est un univers des possibilités, des opportunités qui s'offrent à vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à garder le contact avec vos associations nationales parce que c'est une belle porte d'entrée pour ça. Voilà, je vais m'arrêter ici. À vous. Merci. Merci Linda aussi pour tous ces bons conseils, ces bonnes félicitations aussi pour les publications, pour les articles, n'est-ce pas, que nous pouvons accéder. N'oubliez pas que maintenant, il y a des livres et peut-être Linda peut mettre la connexion avec son dernier livre, n'est-ce pas, Oui, fait c'est dans avec le des autres chat. acteurs, Oui. n'est-ce pas? Et Mhm. maintenant, il y a beaucoup de publications qui sont open access, n'est-ce pas? Même il y a la revue africaine d'évaluation, n'est-ce pas, qui a des articles, surtout en anglais, mais aussi quelquefois en français également, n'est-ce pas? Et on peut avoir un accès ouvert à ce genre de choses. Et c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, le monde commence à changer avec l'accès à l'information. Et je pense ce qu'on n'a pas dit pour PIFED, il y a la formation de base dans certaines écoles qui existent maintenant. Le CESAG ici à Dakar avec CLIER a lancé un master en évaluation. Et le PIFED, c'est un cours de courte durée, n'est-ce pas? Vous pouvez accéder au site de l'ENA pour voir. Le prochain PIFED va avoir lieu au Maroc, mais ces activités coûtent de l'argent. Et certaines personnes qui ont participé, comme Lamine par exemple, il a eu une bourse. Je ne sais pas si c'était une bourse Marie-Gervais et à son âme, n'est-ce pas? Mais je pense que Lamine a eu une bourse pour assister au PIFED. Donc, c'est vrai que certaines de ces formations sont relativement coûteuses et il faut avoir des moyens de votre propre organisation ou par une bourse ou par d'autres moyens.
Je pense que Juste pour maintenant, préciser, Yann, ben, j'avais déjà mis dans le chat donc le lien vers cet ouvrage, mais j'ai aussi mis dans le chat le lien vers une liste de formations en évaluation disponibles en Afrique, mais sur d'autres continents aussi. Donc, si vous allez aussi sur ces sites, vous allez voir. Allez aussi sur le site de l'AUF. L'AUF propose quand même différents types de formations intéressantes. Donc, d'accord. on continuera à compléter Merci. la liste. Merci. Merci. Et nous avons à Saint-Léval un bulletin mensuel pour essayer de partager ce genre d'informations. Et on essaye de compiler pour nos évaluateurs émergents un peu une liste, justement, des sources, des sites web, etc., n'est-ce pas? Donc, je pense que euh, il y a des questions pour des mentors, il y a des systèmes de mentorat qui existent indépendamment de vos propres associations. Et Values, au niveau global, a un système de mentorat. Marc Mouloubi a fait une présentation à ce propos au cours de cette semaine ici. Je ne sais pas s'il y a, je pense qu'il y a de la place pour les francophones également. Donc, il y a des choses et je pense que maintenant, le temps passe et on va donner à notre président de la FREA la question lui a posée, c'était un peu la question du rôle des associations, mais c'est sûr et certain, il y a d'autres éléments sur lesquels il peut-être peut insister, surtout peut-être cette question de recrutement, comment avoir accès au peut-être UNFPA. Lamine a eu son opportunité avec UNFPA parce que dans les termes de référence aussi, ils insistent que l'équipe d'évaluation intègre un évaluateur émergent. Donc, il y a certains partenaires maintenant au plan international qui exigent maintenant, dans les mêmes des thèmes de référence, ce perspective, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Le temps passe, on va donner Michel tout le temps qu'il veut. En principe, on devait terminer en 10 minutes. À la fin, on va laisser à Marignan la possibilité de réagir, peut-être sur la question de qu'est-ce qu'elle va changer, n'est-ce pas? Et quelles sont les prochaines étapes pour elle? Et puis, on va terminer la session. Mais on remercie des commentaires très riches, n'est-ce pas? Et merci pour ceux comme Ratiba qui essayent de répondre. Déjà, Soukena Ouedrago aussi, qui essaye de répondre dans le chat pour nous aider. Donc, Michel, tu as la parole. Ben, merci beaucoup. Avant-dernière parole, c'est Marignan qui aura la dernière parole. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Yann. Alors, juste pour apporter quelques précisions avant de répondre à la question, effectivement, un des programmes intéressants, c'est vraiment le PIFED, qui cette année, comme tu l'as dit, pour la première fois, va se dérouler, délocaliser à Marrakech et je serai le formateur principal. Donc, pour ceux qui y seront, ce sera une occasion de pouvoir nous voir en présentiel pendant 2 semaines à Marrakech. Alors, pour revenir un peu, mes collègues, hein, Linda et puis Ratiba ont vraiment brassé vraiment de manière large les opportunités éventuellement auxquelles les évaluateurs émergents peuvent saisir pour s'intégrer dans le processus de la professionnalisation dans le domaine de l'évaluation. Moi, peut-être une autre chose que je vais ajouter, c'est encourager les évaluateurs émergents à regarder les opportunités de bénévolat au niveau, par exemple, des Nations Unies. Je sais qu'il y a le programme des volontaires des Nations Unies. Je partage beaucoup sur mon LinkedIn les opportunités où on recherche des bénévoles en suivi évaluation. C'est vrai que c'est des postes de bénévoles, mais c'est rémunéré quand même. Il y a une rémunération qui est assez intéressante, qui constitue une porte d'entrée vraiment pour les évaluateurs émergents pour avoir une première bonne expérience internationale en évaluation. Alors, qu'est-ce que les associations nationales en évaluation peuvent apporter dans ce processus? Moi, je pense que les réseaux nationaux, régionaux en évaluation ont un rôle crucial vraiment dans la promotion éventuellement des évaluateurs émergents. Dans ce sens où, à leur niveau, il y a essentiellement, premièrement, des opportunités de réseautage. C'est-à-dire que c'est en intégrant, par exemple, ces associations que vous aurez l'occasion, par exemple, de pouvoir rencontrer puisque c'est au niveau des associations, on a plusieurs personnes de différents horizons, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui pratiquent déjà l'évaluation. Vous allez déjà pouvoir rencontrer des directeurs de départements de suivi évaluation, des ONG, mais aussi également des organisations internationales, mais aussi au niveau gouvernemental. Vous allez pouvoir rencontrer des propriétaires de cabinets en évaluation. Et c'est là que vous pouvez vraiment connecter
et pouvoir montrer de l'intérêt, avoir une opportunité d'échange et pourquoi pas de collaboration ou pourquoi pas d'un premier emploi ou d'un premier stage avec ces personnes-là que vous avez au niveau de l'association. Donc, c'est le rôle vraiment des associations de créer une plateforme de connexion entre ces évaluateurs émergents et ces évaluateurs expérimentés. Deuxième chose également, c'est que les associations au niveau national, mais au niveau régional, sont vraiment des viviers de promotion, de formation sur différents domaines thématiques, par exemple, qui intéressent les évaluateurs émergents et qui vont leur permettre, par exemple, d'avoir ces compétences qui sont essentielles pour pouvoir essentiellement avoir des compétences et les développer à travers ces formations-là. Donc, moi, j'encouragerais vraiment les évaluateurs émergents. Là où vous êtes, si vous êtes au Sénégal, vous êtes au Burkina, vous êtes en Côte d'Ivoire, intégrer les associations nationales d'évaluation. C'est là que vous allez pouvoir vraiment lever certaines opportunités en termes de connexion, mais également en termes d'opportunités. Et n'hésitez pas, quand vous êtes dans ces associations, c'est l'occasion, dans les rencontres, par exemple, des gens que vous écrivez sur LinkedIn qui ne vous répondront pas parce qu'ils n'ont pas le temps, ou que vous envoyez des emails qui ne vous répondront pas. C'est dans ces opportunités-là, au niveau des associations, à l'occasion d'une assemblée générale ou à l'occasion d'une conférence, que vous allez les voir de manière physique en présentiel. Et quand vous les voyez, prenez votre courage à deux mains, abordez-les, présentez-vous, présentez vos intérêts, votre intention et essentiellement, vous pourrez avoir. Alors, Yann, je vais terminer mon propos en disant qu'au niveau de l'AFREA, bon, je ne terminerai pas sans parler de l'AFREA. Au niveau de l'AFREA, nous sommes en train de finaliser éventuellement notre plan stratégique qui va bientôt être communiqué à l'ensemble des parties prenantes. Et nous avons identifié pour 2024-2028 5 domaines d'intervention prioritaires. Et un des domaines d'intervention prioritaires, c'est vraiment les évaluateurs émergents et les femmes en évaluation. Nous voulons vraiment faire un focus sur ça. Et ce que nous prévoyons essentiellement, c'est que nous voudrions organiser des camps régionaux de formation, des bootcamps régionaux de formation en évaluation uniquement pour les évaluateurs émergents et pour les femmes, donc pour pouvoir euh, favoriser ces catégories-là à travers leur processus de professionnalisation dans le domaine de l'évaluation. Et à ces bootcamps, nous voulons associer des programmes de mentorat et de coaching pour permettre à des évaluateurs expérimentés du continent africain de pouvoir prendre sous leur épaule ces personnes-là qui vont participer à ces différents cas, de les accompagner dans leur processus, mais également aussi nous prévoyons négocier des conventions de partenariat avec certaines organisations au niveau du continent pour que tous ceux qui passent par ces processus de formation aient l'opportunité d'avoir un stage de 1 an payant au sein de ces organisations-là pour les permettre d'intégrer et d'avoir vraiment leur première expérience en évaluation. Ça, c'est la contribution que l'AFREA veut faire. Et en tant qu'évaluateur émergent qui tend à être émergé, alors nous voulons vraiment, en tout cas, en tant que président, j'ai mis le focus sur ça et avec mes collaborateurs, nous sommes tous d'accord qu'il faut vraiment que nous jouons cette partition-là pour donner cet espace de professionnalisation aux évaluateurs émergents. Donc, voici, Yann, ce que j'ai fait en quelques minutes. Et comme on le dit à tout seigneur, tout honneur, on va laisser à Maounion la responsabilité de clôturer son webinaire. Et merci de nous avoir invités. D'accord. Merci encore. Merci. Je pense que je vais dire deux choses. Aminatou, je pense que quand on sauve, on va conserver le chat, j'espère, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le chat qu'on n'a pas pu complètement traiter. J'espère que dans notre système de sauvegarde, on va sauver l'aspect chat. Et deuxièmement, il faut dire, on ne va pas régler ça maintenant, mais c'est bien de dire adhérer à votre association. Mais il y a des gens dans des pays qui disent, comme l'autre jour avec le Bénin, moi je suis au Bénin, je ne connais même pas que l'association existe, n'est-ce pas? Donc, ils ont parfois une communication très limitée. Les chercher, ce n'est pas facile. Et d'autres me disent dans des conférences, je voulais y aller, mais vraiment, ce sont des copains qui sont là depuis longtemps. L'organisation n'a pas de vie, n'a pas d'énergie. Il faut avouer, n'est-ce pas, que ce n'est pas toujours facile pour un jeune, avec audace aussi, n'est-ce pas, à s'intégrer. Et mais si on s'intègre, ben, s'il n'y a pas d'activité, donc je pense que ça peut arriver. Et là, je pense, j'encourage des jeunes, les associations sont là, et s'ils sont un peu léthargiques, vous pouvez essayer de les animer et vous pouvez avoir l'appui
de l'AFREA, le secrétariat NAS, qui peut vous peut-être d'autres contacts, ou vous pouvez même, si vous êtes un pays voisin du Sénégal, on peut avoir des échanges avec vous, si vous êtes en Guinée, en Mali, en Gambie, etc., n'est-ce pas? Donc, il y a le réseautage. Il ne faut pas être découragé le premier tour, mais c'est vrai, ce n'est pas évident du tout dans certains pays à même pénétrer, à être accueilli, n'est-ce pas? Ou bien, si on est là, les jeunes, on vous demande de faire des photocopies et de fermer votre bouche, n'est-ce pas? Vraiment, il y a vraiment des choses, n'est-ce pas? Je laisse la parole à Marignan et je dirais à Marignan une chose que j'ai vue, peut-être je n'ai pas regardé très bien sa présentation, mais elle a dit, elle a posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que l'évaluateur émergent doit faire? Quelle qualité, quel comportement, quelle attitude à prendre? Est-ce qu'il y avait une question sur quelle attitude doivent prendre les adultes, n'est-ce pas? Les seniors. Est-ce qu'il y avait une question sur ça pour dire comment être, n'est-ce pas, ami aux évaluateurs émergents? Comment avoir le comportement d'ouverture, de coaching, n'est-ce pas, qui devrait être une partie de notre vécu professionnel. Donc, je pense, Marignan, vous avez le dernier mot pour dire les prochaines étapes, comme vous les voyez. Peut-être à répondre à cette question, si vous étiez satisfait que vous avez suffisamment poussé, parce que, comme on dit, il faut deux personnes faire du tango, n'est-ce pas? C'est l'évaluateur émergent pour avoir tous les bons comportements, les qualités, mais si il y a parfois des oreilles sourdes, n'est-ce pas? Quel est le comportement qu'il faut chercher auprès des seniors? Allez-y, vous avez le dernier mot. Après, on va terminer la session en remerciant déjà très sincèrement, n'est-ce pas, nos panélistes très prestigieux qui ont pris le temps, qui sont sortis parmi tant d'autres choses pour être avec nous. C'était très riche, très encourageant. Et je pense que nous avons 90 personnes qui ont suivi. On est très heureux. Et merci encore pour votre présence. Et félicitations à Marignan, n'est-ce pas? Et on vous laisse le dernier mot. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Yann. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux panélistes. Franchement, merci beaucoup. Merci d'avoir assisté. Merci pour vos contributions. Bon, par rapport à la question de Monsieur Yann, c'est-à-dire s'il y avait une question par rapport aux seniors. Non, il n'y avait pas de question par rapport aux seniors. Parce que bon, dans ma mentalité, c'est que c'est le senior qui aide l'émergent. Donc, il n'y avait pas de question par rapport au comportement des seniors. Mais c'est vrai, quelle que soit la volonté des émergents, si les seniors ne tendent pas la main, c'est pas évident que ça puisse prendre. Bon, par rapport aux prochaines étapes, le parchemin n'est pas parfait. Je reviens aussi par rapport à la question de la mine qui demandait si, avec le parchemin, l'application du parchemin, tout évaluateur émergent qui veut émerger pourra s'en sortir. C'est des pistes, c'est des recommandations, mais comme je le dis maintenant, le parchemin n'est pas parfait avec les commentaires des uns et des autres. Je pense que je vais me rapprocher des panélistes pour voir dans quelle mesure faut l'améliorer. On pourra envoyer ça aux participants de la séance. Monsieur Yann, j'ai répondu à toutes Merci. les questions. Merci. Merci, Marignan. Mais je pense que les gens qui écoutent maintenant, peut-être Marignan ne l'a pas dit, que l'exercice qu'elle a mené, faites ça vous-même dans votre contexte. Parce que les questions que vous allez poser ne seront pas forcément exactement les mêmes. La situation culturelle, le genre et autres n'est pas le même, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez vous-même, dans votre endroit, dans votre propre pays, peut-être essayer de mener une petite enquête qui peut soulever un certain nombre de questions sur la trajectoire, les opportunités et l'avenir des évaluateurs émergents. Parce que pour nous tous, dans le secteur de l'évaluation, et n'oubliez pas que Ratiba nous a dit, les évaluateurs se referment un peu et il faut s'ouvrir. Donc, c'est votre façon d'avoir un débat ouvert au niveau de votre propre pays. Donc, je pense qu'avec ces mots-là, on est 2 minutes, on a dépassé de 2 minutes. On remercie Aminatou aussi pour son appui au plan technique et on vous encourage à poursuivre avec avec la semaine globale. Il y a des sessions très intéressantes ce matin avec Samea et Clear, Anglophone Africa, n'est-ce pas? On a fait une session très intéressante sur le système de mentorat qu'ils ont en Afrique du Sud avec Samea et avec
avec la Fondation Mastercard et avec d'autres. Et il y a des sessions très riches et vous pouvez consulter les enregistrements, n'est-ce pas, pour essayer de s'informer sur des initiatives un peu partout. Avec ces quelques mots, on ferme la session. Merci encore et bonne fin de semaine d'évaluation. OK. Au revoir. Merci.